Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe et dans le Pré. Alors aujourd'hui, je vais parler de trois thèmes. D'abord, du SAMU social de l'Assemblée générale, pour ceux qui ne sont pas encore informés, et sinon un peu des thèmes politiques actuels, ce qui nous attend dans les jours à venir. Vous avez vu que tous les grands médias sont partis là-dessus, et un petit mot en fin de cette vidéo sur l'agriculture, puisque c'est lié à toutes ces politiques et à toute cette financiarisation de l'économie. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas reçu par mail ou autre la date, l'Assemblée générale du SAMU social agricole national, à ne pas confondre avec l'Assemblée générale du SAMU national 32, qui avait eu lieu dans le Gers, où j'étais présent. Là, c'est l'Assemblée générale du SAMU social agricole national qui se tiendra à Bezol, B-E-Z-O-2-L-E-S, Bezol 32 310, pour ceux qui sont un peu loin. Le Gers, c'est Auch, d'accord, hein. Donc, les gens du Sud, bien sûr, seront présents. Alors, ceux du Nord, de Bretagne ou des Pays de la Loire, si vous souhaitez venir, il faut organiser des voitures, voilà, ou en train. SAMU social agricole, donc Assemblée générale à Bezol, le 24 octobre, à partir, comme d'habitude, de 9h, 9h30, accueil au café, repas le midi sur place, et la salle est disponible pour ceux qui veulent rester le soir, parce que certains repartiront que le lendemain. Il y a de quoi loger les gens, pour ceux qui sont loin, voilà. Donc, je répète, le 24 octobre, à partir de 9h, 9h30 à Bezol 32 210, seront présents, on vous confirmera, mais normalement l'ADDTM, probablement l'ADDPP, pour parler des problèmes qu'il y a eu sanitaires et qui continuent, la dermatose nodulaire qui est une catastrophe, et tout ce qu'il y a eu dans l'année, la tuberculose et autres. Il y aura comptable, il y aura conseiller retraite, donc j'en profite pour dire que pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller ailleurs, mais vous pouvez vous adresser au SAMU et comparer à service égal si vous êtes satisfait ou pas. C'est vous qui êtes votre libre choix. Il y a un conseiller retraite, il y a des comptables pour l'optimisation fiscale pour ceux qui veulent payer autour de 4 000 € par associé. On a déjà répondu à un certain nombre de dossiers. Tout le monde n'est pas fait. Il y a encore, on a un peu de traîne sur l'optimisation fiscale. On n'a pas eu le temps d'aller voir tout le monde, mais il y en a pas mal qui sont déjà vus. Ensuite, il y a l'avocat, bien sûr, notre avocat qui sera présent, hein. Nutritionniste également, on pense qu'il y en aura un de présent, voilà. Et donc, cette assemblée générale se tient le 24 octobre à Bezol. Il y aura des intervenants, ils ne passeront pas tous dans la matinée, ça continuera l'après-midi. Et bien entendu, vous pourrez poser vos questions, puisqu'il y aura des représentants de l'administration et normalement aussi également une représentante de la MSA pour le mal-être. Voilà pour cette parenthèse concernant le SAMU social agricole. Sachez que bah, les dossiers, il y en a toujours, hein, c'est des tracteurs de bloquer chez les garagistes parce que économiquement c'est dur. Donc c'est du relationnel avec les constructeurs pour faire débloquer les tracteurs. C'est les dossiers dans les différents départements où on en a récemment qu'on a récupéré, que ça soit sur du hors-sol, je pense à de la volaille, volaille, cochon, et puis production bovine, et puis des céréaliers maintenant, hein. Céréaliers ou viticulteurs, voilà. Et donc la cadence, elle est toujours aussi importante. Donc le travail se fait principalement, on se déplace dans les tribunaux quand il y a besoin, s'il y a des sauvegardes, redressement ou malheureusement liquidation. Et sinon, c'est du travail en visioconférence ou par téléphone avec les avocats, les nutritionnistes et tous les gens qui nous aident, hein, ou à qui on refile les dossiers. On fait un partenariat et l'avocat prend une prestation, ou le comptable ou le conseiller prend une prestation en fonction des dossiers. Voilà. Donc sinon, deux autres thèmes à évoquer. D'abord, je voudrais remercier les chaînes YouTube qui sont nombreuses, comme Toxin, comme Sud Radio ou autres, qui font un travail remarquable pour essayer d'apporter
un autre éclairage à l'actualité. Et ce week-end, j'étais présent dans la nuit de vendredi à samedi à Paris, à l'invitation de Nexus, que je remercie. Il y a eu une soirée organisée pour les 25 ans de la chaîne YouTube Nexus. Je remercie Romain et ses équipes. Donc, on était présent avec beaucoup de journalistes, Greg Tabibian, bon, il y avait Étienne Chouard, l'économiste, etc. On était très nombreux là-bas, il y avait eu environ 850 personnes et ça durait, oui, toute une partie de la nuit. Donc voilà. Et c'était extraordinaire qu'une chaîne YouTube indépendante comme ça, libre de sa parole, puisse inviter les gens, fêter les 25 ans. Il y a eu des intervenants, c'était vraiment très, très intéressant. Toxin était présent et beaucoup d'autres. Et je voudrais les remercier. Donc, à partir de la semaine prochaine, comme vous le savez, c'est les tempêtes politiques habituelles, hein, c'est les mouvements de contestation qui commencent, comme on avait connu, type gilet jaune. Donc, moi, je vous donne mon avis personnel et vous pourrez observer au fil du temps, si vous ne l'avez pas déjà observé, que la seule solution sera de faire un CNR, un Conseil national de la résistance, où il faut une rupture totale avec tous les gouvernants, tous les gens qui nous ont gouvernés, qui d'ailleurs sont des pseudo-gouvernants puisqu'ils ont lâché une partie de notre souveraineté à l'Union européenne, aux décisions de l'OTAN, aux Américains bien sûr qui sont derrière, et que tous ceux qui vous font des promesses, quels que soient les partis, c'est pour ça que la raison, comment dire, le sursaut de notre pays ne passera pas, contrairement à comme ceux qui le pensent, à des débats gauche-droite ou extrême gauche, extrême droite, ça ne passera pas par là. Ça passera par un mouvement de citoyens qui vont mettre à la tête une collégiale, un comité qui va diriger le pays, tracer des trajectoires, mais qui sera indépendant de tout parti politique, parce que sinon, ils sont tous dans leur guerre de chapelle. Ils cherchent tous à faire des alliances de compromis pour avoir des mandats. Et vous avez bien vu qu'une fois qu'ils étaient au pouvoir, ça ne changeait rien du tout. Il y a quelques petites virgules. Il y en a un, comme l'a très bien dit Henri Guénaud, la gauche, globalement, veut faire payer les riches. La droite, globalement, veut faire payer les pauvres. Et le centre, monsieur Bayrou, si on peut le situer au centre, ou autre, dit qu'il faut faire payer tout le monde. Et la solution, elle est dans aucune de ces trois voies-là. Aucune. C'est de remettre tout à plat et de changer le modèle économique de fond en comble. Et pour ça, il y a des choses qui existent, hein, qui sont connues et qui sont poussées par des économistes, mais qui passent pas à la télé, ou très peu, parce qu'ils sont censurés. C'est de changer en profondeur le modèle et c'est de reprendre déjà la main sur la gestion de la Banque centrale européenne. Soit on reprend la main sur la gestion de la Banque centrale européenne, soit on s'en extrait et on garde le fonctionnement de l'euro pour le commerce international et on reprend, nous, notre Banque centrale, pour fonctionner en interne chez nous. Mais si on ne reprend pas la main sur notre Banque centrale, soit via, comme je vous dis, une double monnaie, une qui fait l'international et l'autre qui est propre au pays, ou carrément reprendre sa banque centrale et repartir avec un groupe de pays sur des points communs, puisqu'on a des points communs avec un certain nombre de pays, et on repart à faire de la coopération entre les États et non du libre-échange, parce qu'en réalité, ce qui détruit nos économies, c'est pas le débat droite-gauche, c'est bien plus profond que ça, même s'il y a beaucoup d'inégalités, il y a eu des erreurs énormes de fait par le gouvernement Macron, des erreurs énormes de fait par Hollande, Sarkozy ou Chirac. On peut se renvoyer le ballon les uns aux autres, ou Mitterrand, ou Giscard d'Estaing. Hein. Il faut revenir sur les fondamentaux, hein, la loi Vauquer de 73, qui a interdit la Banque centrale à financer les investissements des États. Il faut revenir tout simplement à une banque centrale digne de ce nom, qui finance les grands projets comme on a su le faire pour le nucléaire, pour l'aérospatial, pour l'EDF à l'époque,
tous les grands projets qu'on a réalisés, le Concorde, etc., les autoroutes, etc., tous les grands projets qu'on a réalisés à l'époque, il faut que ça soit financé par une banque centrale qu'on contrôle, qu'elle soit européenne ou française, il faut qu'on la contrôle. Ça veut dire quoi en langage clair? Ça veut dire qu'il faut financer nos investissements en dessous le taux de croissance. Le taux de croissance est de moins de 1%. Donc le financement public de nos investissements, il faut qu'il soit financé, c'est le rôle d'une banque centrale, il faut que ça soit financé en dessous du taux de croissance. Et puis le taux d'intérêt de la dette, comme c'est interdit gratuitement, avant on se finançait à taux zéro, eh bien si on garde cette règle que c'est interdit, ben, on met un taux de 0,1%. Mais on ne se soumet pas au marché privé qui sont en train de piller la France comme ils ont pillé la Grèce et comme ils ont pillé l'Italie. D'accord? Donc, le Mercosur, puisque c'est le débat qui arrive, bah, j'y réponds en même temps. Si on n'a pas une politique avec une banque centrale et on n'a pas une politique économique digne de ce nom, non plus basée sur le libre-échange, parce que le libre-échange ne fonctionne pas, il peut fonctionner que dans un cas de figure, c'est s'il est très encadré, très régulé. Donc s'il est très régulé, autant revenir à l'OIC, à l'Organisation internationale du commerce, qui avait été mis en place à La Havane, cette fameuse charte de La Havane, où il y avait environ 56 pays qui refusaient le modèle soviétique et le modèle actuel dans lequel on est, le modèle néolibéral, qui était un modèle économique autre, avec équilibre de la balance des paiements et qui évitait justement toutes ces dérives. L'OIC évite toutes ces dérives, les États membres peuvent se protéger, le mot souveraineté prend tout son sens dans la mesure où les outils stratégiques d'un pays, que ce soit le nucléaire, que ce soit l'électricité, que ce soit l'alimentation, dans cette charte de la Havane, c'est protégé. On a droit de veto. Chaque État membre a un droit de veto. Donc on fait des échanges internationaux, mais sur la base de la coopération, et chaque État membre, quelle que soit la puissance du pays, a un droit de veto, car sinon, vous savez très bien que le libre-échange, il nous conduit à un appauvrissement généralisé. Alors au départ, il fait émerger des pays pauvres légèrement de la pauvreté au détriment des pays un peu plus riches qui, eux, vont régresser. Donc globalement, il va généraliser une pauvreté dans tous les pays, même les pays dits riches. Voilà. Et le Mercosur, si vous voulez, ils l'ont signé, hein, ils vont le signer, hein, voilà, mais ça c'est connu. Le Mercosur, je pense qu'il ne faut pas en faire une affaire, c'est pas le traité du siècle, c'est une répétition de tout ce qu'on a eu avant. Il y a eu le CETA, il y a eu plein de traités avant, c'est la même chose que ceux d'avant. Le Mercosur, il s'inscrit dans le modèle économique de la théorie de Ricardo des avantages comparatifs, il s'inscrit dans la financiarisation de l'économie. Le Mercosur, il vient répondre à l'appauvrissement généralisé des paysans en Europe qui s'effondrent puisqu'on a des écarts trop importants de coûts de production par rapport à notre régime social, par rapport au climat, par rapport à un tas de domaines qui ne sont pas comparables. Donc les productions, elles se délocalisent, comme ça a été pour l'industrie. Donc le Mercosur s'inscrit là-dedans. Donc il ne va pas plus s'effondrer l'agriculture qu'elle est effondrée, elle l'est déjà, l'agriculture effondrée européenne et française. Simplement, il répond au libre-échange, pur et dur, c'est-à-dire que les moutons qui vont trouver de moins en moins en France, la viande bovine qui vont trouver de moins en moins en France, puisqu'économiquement on s'effondre, eh bien, cette politique du libre-échange fait que ces moutons, on les trouvera dans d'autres pays qui, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le savoir-faire français et le travail des agriculteurs, qui, pour des raisons climatiques, puisque le climat n'est pas le même, donc ils peuvent produire à moins cher, pour des raisons environnementales, pour des raisons sociales, ont des prix qui peuvent être 2-3 fois inférieurs à nous en termes de coûts de production. Et ce qui veut dire que le libre-échange est un échec. C'est vraiment un échec complet. Ça, on peut le mesurer sur l'industrie et sur l'agriculture, on peut le mesurer. Et dans d'autres domaines aussi d'ailleurs. Mais on peut le mesurer. Donc, seul résiste à ça, eh bien, les métiers qui ne sont pas délocalisables, les professions réglementées qu'on a en France, et puis nous, en agricole, il y a entre 10 et 15% des gens qui vivent, on va dire, relativement correctement, au-dessus de 1 000 euros bruts mensuels. Je dirais entre 2 et 4 000 euros bruts mensuels, des paysans qui gagnent leur vie
comme on devrait tous gagner notre vie, hein, d'ailleurs, hein, et ben, malgré le libre-échange, hein, tout simplement, et là vous avez l'explication, bah, c'est les AOC, les appellations d'origine contrôlée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était des appellations sur un territoire que un Chinois, un Indien ou un Américain ne peut pas copier, parce que c'est propre au pays. Alors c'est vrai en vin, c'est vrai en fromage, c'est vrai, voilà. Et c'est là qu'on voit bien que c'est bien le libre-échange qui nous a détruits, puisque grosso modo, je sors de Haute-Savoie et du Comté, grosso modo, si on arrondit, ils sont payés le double de nous, du prix du lait, même si on est en bio, dans nos départements français, ils sont payés le double de nous. Hein, 1,8 à 2, hein, si on veut être très précis. Bon, eh ben voilà, ça répond à la question. Le problème central du monde agricole, c'est bien, comme le dit Jean Covici et beaucoup d'intervenants maintenant, c'est le prix des parts fermes, du départ de l'exploitation, c'est le prix de nos matières premières agricoles. Le reste, après, il y a un tas de problèmes autres, mais qui passent à un second plan, hein, qui peuvent être des politiques environnementales exagérées ou mal ou disproportionnées ou insuffisantes. Alors tout ça, c'est un débat de société. La gestion avec les chasseurs, des dégâts des gibiers, les sangliers, les loups, tout ça, c'est des débats à mettre sur la table et à régler, mais ça vient bien loin derrière le moule économique qui détermine les échanges à travers le monde des denrées agricoles et qui obligatoirement enrichit ou appauvrit la paysannerie et tout le secteur qui tourne autour des paysans, que sont les entrepreneurs agricoles. On commence à avoir des zones où il n'y a plus de vétérinaires, puisqu'on va avoir des déserts agricoles. Voilà. On assiste aux friches agricoles dans les terres, 2 500 000 hectares en friches, et les friches des bâtiments agricoles. Voilà. Pas tout simplement parce que le modèle économique n'est pas adapté aux spécificités agricoles d'aujourd'hui, tout simplement. Et ça fait plusieurs décennies qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, notamment avec la politique agricole commune, notamment avec les mises aux normes qui sont arrivées dans nos exploitations. À ce moment-là, l'Europe, puisqu'on était on a constitué l'Europe à 27, l'Europe devait se doter d'une politique et une stratégie à long moyen terme pour garder sa souveraineté européenne. Et je vous rappelle que garder la souveraineté européenne en termes d'alimentation, l'alimentation, c'est la santé. Donc ça a un impact entre 1000 et 1200 euros de coût par Français sur la société par an. L'impact de la nourriture a un coût énorme sur la santé, comme vous le savez, en termes d'obésité, de cancer, de maladies cardiovasculaires. Les spécialistes de la santé connaissent ça beaucoup mieux que moi. Et puis après, ça a un impact énorme, bien entendu, sur l'environnement en fonction des choix stratégiques qu'on fait dans les modèles agricoles. Donc, je terminerai là-dessus. La semaine risque d'être mouvementée. Malheureusement, vous verrez, ça va être des débats politiciens pour savoir qui remplace Bayrou. Et je peux d'ores et déjà vous dire que vous pouvez remplacer Bayrou par le Parti socialiste, par le Rassemblement national, par un républicain, par qui vous voulez, ça ne changera rien. Ça, vous pourrez le vérifier. C'est bien de faire des vidéos, parce on peut refaire un arrêt sur image et refaire le point à la fin de l'année et dans un an. Ça ne changera rien. Parce que pour que ça change, il faut des hommes d'État. Il ne faut pas des chefs de parti. Tous ceux que je vous ai cités, c'est des chefs de parti. Ils sont dans des communes politiciennes. Pour eux, vivent de la politique et placer leurs amis dans les régions, dans les communes et dans les mairies, dans les conseils, tout simplement. Mais ils n'ont pas le sens de l'État, le sens de la nation, le devoir qu'a un chef d'État, c'est de vivre, c'est de défendre son pays, de proposer des projets concrets pour la France, pour l'intérêt général des Français, et non pas pour l'intérêt général du Parti socialiste, et non pas pour l'intérêt général du Rassemblement national ou de la France insoumise ou de la Macronie ou des Républicains. Voilà. On en est là aujourd'hui, c'est tout. Il faut quelqu'un qui est au-dessus des partis, il faut des gens de la société civile qui ont bien assez de compétences pour tracer, il y a tout ce qu'il faut dans notre pays, pour tracer des stratégies à long moyen terme, hein, mais désintéressés de la politique politicienne qui nous a emmenés où elle nous a emmenés. Parce que le résultat, vous le voyez, vous l'avez vu,
et demain on peut redissoudre l'Assemblée nationale, ça ne changera rien du tout. Ça sera une guerre de partis, tout simplement, hein, mais il n'y aura pas de réflexion de fond sur que doit-on faire demain. La première chose, maîtriser sa monnaie, reprendre sa souveraineté et être libre de prendre des décisions. Modifier la Constitution, l'article 55, pour que les lois européennes ne soient pas au-dessus des lois françaises, qu'on reprenne notre souveraineté. Tout simplement, le mot, c'est la souveraineté. Alors pour ça, il faut des hommes et des femmes qui ont une carrure d'État, qui ne sont pas dans les calculs politiciens, qui ne viennent pas là pour s'enrichir personnellement, parce que on ne s'enrichit pas personnellement quand on fait ça. Donc évidemment, cette personne-là, actuellement, elle n'est pas à la télé, c'est pas celle qui va se présenter pour prendre la place de Premier ministre. Non, pas du tout. Aucun de ceux que vous voyez à la télé n'a l'intention de faire un programme de rupture digne du CNR, du Conseil national de la résistance, qui est la seule solution pour redresser le pays. Je vous remercie, à bientôt.